Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire financement et relations bancaires, donc organisé par Agicap, la solution de pilotage de trésorerie numéro 1 en Europe pour les PME et les ETI, et Finance et Stratégie, donc un cabinet d'expertise financière fondé par Jean-Marc Tarian. La question qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'impact qu'a la remontée des taux directeurs sur la stratégie de partenariat bancaire des PME et des ETI. Donc, je vais en profiter pour présenter nos deux intervenants du jour. Donc, Jean-Marc Tarian, qui est un ancien banquier et capital risqueur, auteur et rôle sur les relations bancaires et fondateur de Finance et Stratégie, à qui je passerai très bientôt la parole. Et Philippe Chéron, donc, qui est un ancien associé de partner du cabinet de conseil McKinsey et qui est le directeur général France d'Agicap. Jean-Marc, je vous passe la parole pour présenter rapidement Finance et Stratégie avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Bonjour à tous, donc pour ma part, je suis directeur général d'Agicap, donc on est ravis de vous avoir pour ce webinaire. Agicap en quelques mots, donc on a un logiciel qui permet en fait aux directeurs d'entreprise et aux directeurs financiers de prévoir leur trésorerie. L'idée derrière cette prévision de trésorerie, c'est de pouvoir l'optimiser, de voir quels sont les leviers qui ont un impact sur votre trésorerie, de voir aussi comment vous pouvez payer vos factures depuis l'application et vous faire aussi du recouvrement. Là, l'idée, c'est de pouvoir réduire votre DSO. On accompagne à peu près plus de 7500 clients en Europe. On a un gros focus sur les entreprises, on va dire entre 3 millions et 100 millions de chiffres d'affaires. C'est l'essentiel de notre clientèle. Et ça, sur tout type de secteur d'activité, notre principale déterminante, en fait, c'est d'aider nos clients à optimiser leur BFR en ayant une visibilité sur le montant de leur trésorerie. Finance et Stratégie, cabinet que j'ai créé il y a donc 22 ans, qui est basé à Rennes. On est une équipe de 6 consultants et nous avons 2 métiers essentiels. Le premier, c'est tout ce qui touche à la levée de fonds, à la fois bancaire en tant que courtier en financement, mais aussi intermédiation en matière de levée de fonds propres. On intervient auprès d'un public de, on va dire, PME, PMI et ETI à 2 heures de route à peu près autour de Rennes. Le premier métier, c'est donc le financement. Le deuxième métier, c'est la transmission d'entreprise en tant qu'intermédiaire, que ce soit pour céder des entreprises, faire la croissance externe, donc plutôt dans une logique à ce moment-là de chasse de cibles, négociation, et puis on accompagne tout ce qui est transmission d'entreprise familiale ou salariée sous forme de conseil. Voilà pour notre cabinet. Parfait. Très bien. Merci. Donc, au programme de ce webinaire, donc, alors vous remarquerez sur la partie gauche, on a mis une petite image un peu pour faire la provocation en mettant Lehman Brothers. Donc, je vous rassure, on n'est pas dans un contexte de 2007. Néanmoins, la blague, ce qu'on voulait voir avec vous, c'est vous donner un peu une lisibilité sur quel était l'état du marché de financement des entreprises en France, financement bancaire, et partir de ce constat pour vous donner quelques conseils pratiques sur la manière de demander un financement bancaire. L'idée, c'est de pouvoir maximiser vos chances, parce qu'on verra qu'effectivement, à certains égards, les conditions de financement se sont resserrées. Et ensuite, vous donner aussi des conseils sur la manière de gérer la négociation avec vos banques, non seulement lors des demandes de financement bancaire, mais aussi de manière, on va dire, plus pérenne. Et ensuite, comment maintenir ces relations avec ces banques dans la durée. On va essayer de tenir à peu près en 30-40 minutes. L'idée, c'est qu'on ait 10 minutes à la fin pour prendre vos questions-réponses via un chat sur votre droite, comme certains l'ont déjà noté. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, soit on répondra au fil de l'eau, soit on les parquera pour la fin du webinaire. Si on refait un petit peu le fil de l'histoire et qu'on regarde un peu la conjoncture du marché bancaire, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années? C'est un sujet assez passionnant, on en parlait avec Jean-Marc dans la préparation, c'est-à-dire qu'en quelques mois, on a eu des phénomènes qui sont assez extrêmes dans les deux sens. Si on se refait un petit peu le résumé du film, 2019-2020, crise Covid, et donc beaucoup de liquidités qui sont mises dans l'économie. Donc, c'est le fameux quoi qu'il en coûte. On met de l'argent, on met de l'argent, on met de l'argent. Donc, l'argent, il est bien allé quelque part. Il est allé dans les entreprises, il est allé chez les particuliers. Donc, il y avait une capacité d'achat qui était supérieure. En parallèle, on a eu un choc bottleneck qui est apparu dans les chaînes d'approvisionnement, notamment en Asie, sur les semi-conducteurs, sur les métaux, enfin bref, sur un certain nombre de données, de denrées qui étaient essentielles pour nos économies. Ce qui fait qu'on se retrouve avec plus d'acheteurs, moins de denrées disponibles à la vente, et donc finalement une inflation qui se crée. Premier choc d'inflation. Deuxième choc d'inflation, la guerre en Ukraine qui crée une tension sur les énergies.
Et donc, ça nous génère une inflation massive. On est sur un rythme de croisière de 1 à 2% les années passées. Là, on a plus de 5 pour 2022. Donc, c'est quelque chose qu'on a peu l'habitude de voir en France. Moi, quand je discutais avec mes jeunes collaborateurs, le concept d'inflation, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils ont toujours vécu sur une inflation à 1 ou 2%. Et c'est seulement moi, quand je discute avec mes parents, qui me disent, mais attends, toi, l'inflation, tu n'as jamais connu. Nous, quand on a acheté des appartements, c'était à 7%, ce n'était pas à 0,95 les taux. Donc, c'est quelque chose qui revient. Et en fait, il faut faire attention, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Pour lutter là-dessus, qu'est-ce qui se passe? On a une remontée des taux directeurs, donc les banques centrales rendent l'argent plus cher pour limiter l'argent qui est en circulation dans l'économie. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'argent qui, il y a un an, était gratuit, aujourd'hui devient cher et donc génère une hausse des taux de financement. Maintenant, si on regarde un petit peu dans le détail la dernière étude de la Banque de France, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on voit, c'est que sur votre gauche, vous voyez un graphe sur les obtentions de crédits d'investissement, segmentés par TPE, PME, ETI. Vous voyez, alors globalement, si on y va un petit peu de manière macro, on voit qu'il y a peu de friction sur le crédit d'investissement. D'accord? Donc, sur ces types-là, pas de sujet. En revanche, on voit qu'il commence à y avoir un sujet de sélectivité sur les crédits de trésor. D'accord. Et notamment sur les TPE, où là, il y a une véritable inflexion et une baisse des crédits accordés aux TPE sur les financements de trésor. Donc ça, c'est quelque chose qui devient assez massif. Sur les PME, ça descend légèrement, ça reste encore à peu près stable, mais il y a une légère descente. Sur les ETI, on est à peu près stable. Donc ça veut dire qu'en fait, et ça, je laisserai Jean-Marc en parler un peu plus en détail, il y a une gestion du risque qui a accru côté banque, c'est-à-dire que on va prêter aux entreprises qui ont prouvé leur taille, qui ont une certaine forme de stabilité, et ça peut se faire au détriment des entreprises qui sont plus fragiles. Et courbe de droite, c'est le ressenti des entreprises par rapport au coût du crédit. Alors, vous le voyez, il est en forte hausse. On m'a surpris, c'est qu'il ne soit pas encore plus haut, mais ça ne saurait tarder. Ça veut dire qu'effectivement, tout le monde s'accorde pour dire que les taux sont plus élevés. D'ailleurs, on a une question de Jean-Baptiste. Alors, c'est peut-être Jean-Marc qui aura une vision dessus, qui souhaitait savoir, question très précise, quels sont les taux d'intérêt observés en Bretagne pour le financement de reprise de TPE, PME industrielles. Est-ce que sur ces opérations de reprise, on constate également d'ores et déjà ces hausses? Bien sûr, on est aujourd'hui autour de 3,84%. On va dire entre 3,80 et 4,5% hors assurance sur des durées de 7 ans. Et nous étions, il y a 2 ans, autour de 0,50 à 0,70. Voilà, donc on est passé de 0,50 pour faire simple à 4% aujourd'hui en très peu de temps. Et la poursuite de la remontée des taux d'intérêt est tout à fait d'actualité. D'accord. Donc, cette sélectivité accrue, elle est liée à l'aversion au risque des banques. Et cette aversion au risque, en fait, elle s'explique par une évolution historique du marché bancaire français et européen. Donc, Jean-Marc, vous vouliez revenir rapidement sur 40 ans d'histoire bancaire française. Je vous laisse du coup la parole. En 3 minutes, c'est le challenge. En 3 minutes, exactement. Oui, on va aller très vite. Donc, simplement pour resituer la période dans laquelle nous sommes, qui doit pousser les entreprises à élargir le nombre de partenaires financiers avec lesquels elles travaillent, c'est que l'histoire du monde en matière économique est comme le reste de l'histoire du monde, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes de balancier. Donc, après-guerre, on est rentré dans des économies relativement administrées, et notamment jusqu'en 1987, nous avons été dans une logique de maîtrise du crédit pour limiter l'impact de l'inflation et maîtriser la croissance de l'économie. Donc, on était dans une économie administrée par l'État via la Banque de France, et chaque banque avait un cantonnement de crédit qu'elle pouvait diffuser, et les banques étaient jusqu'en 1987 spécialisées par segment de marché. Le Crédit Agricole s'occupait de l'agriculture, le Crédit Naval s'occupait du maritime avec le Crédit Maritime. Vous aviez des banques spécialisées qui connaissaient très très bien leur métier et qui avaient donc une limitation de leur capacité à intervenir à la fois sur le plan territorial, métier et dans des enveloppes limitées pour maîtriser l'inflation. 87 arrive la droite en France, qui a une vision libérale, comme partout dans le monde d'ailleurs, Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre. On passe d'une logique administrée à une logique libérale, où on dit à partir de 1987, messieurs les banquiers, vous pouvez prêter à n'importe qui que ce soit, sur du crédit court terme, moyen terme, long terme. Le Crédit Agricole peut prêter aux zones urbaines et pas simplement aux zones rurales. Il peut prêter à tous les segments de marché, pas simplement au monde agricole.
Et là, les banques se livrent à partir de 87 une guerre énorme qui va se jouer sur les taux d'intérêt, puisqu'on va prêter à moins cher, avec moins de garanties, pour conquérir les marchés, et les banques qui étaient spécialisées deviennent généralistes. De ce fait, beaucoup de banques rencontrent des difficultés, notamment toutes celles qui étaient publiques, qui vont disparaître du marché, et le monde bancaire va se concentrer, et les entreprises qui ont accès librement au marché financier, à des conditions financières très sympathiques, puisque c'était la guerre à la recherche de clients, de 87 à 2007, vont passer d'une logique d'un nombre de banques très conséquent qu'elles avaient préalablement pour trouver du crédit, à un nombre de banques limité pour simplifier leur gestion administrative, et ce, de 87 à 2007. 2007, c'est la crise subprime. Le monde financier international risque d'imploser par des prêts interbancaires plus ou moins douteux. Et là, les États reprennent la main sur le monde financier et orientent et incitent sous différentes formes les banques à partager le financement à plusieurs pour limiter leurs risques. Au même titre qu'on le fait en matière d'entreprise, on a du credit scoring, on limite les encours de risque par client à un certain moment. Bien, les banques, c'est pareil. Depuis 2007, les États demandent aux banques de partager leur financement. Et donc, nous sommes toujours dans cette phase-là, une banque de multibancarisation des entreprises, à la fois pour trouver du financement et partager les risques, donc correspondent aux besoins des banques de partager leurs risques d'un point de vue systémique. Voilà. Ça, c'est l'histoire du monde dans lequel on est. Je pense que nous sommes dans cette typologie de coups de balancier, si vous voulez, encore au moins pour 10 ans, pendant lesquels les banques vont chercher ce partage, et avec la montée des taux d'intérêt et des risques accrus dans la perspective de conjoncture économique un peu chahutée que nous traversons aujourd'hui, eh bien, si on veut avoir du crédit, en évitant les cautions, en évitant des trop élevés, ainsi que des frais trop élevés, il va falloir pouvoir comparer les conditions et mettre en jeu des logiques de concurrence et donc multi-bancariser nos entreprises. Donc, si on se met un petit peu dans la tête des banques, la principale chose à laquelle elles pensent quand elles accordent un financement, c'est à mitiger leurs risques, à éviter d'en prendre trop. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est pas seulement à augmenter donc leur chiffre d'affaires, leur produit net bancaire, comme on l'appelle, mais c'est vraiment à maintenir ce risque sous des niveaux acceptables. Du coup, comment doit-on construire sa demande de financement pour maximiser ses chances d'en obtenir? Jean-Marc, je me tourne de nouveau vers vous. Alors, comme je n'ai toujours pas le retour sur les slides qui sont projetés, est-ce que vous pouvez, pour que… On est page 13, Jean-Marc. On est page 13. Du coup, première étape, donc il s'agit de préparer un dossier solide et complet qui inclut non seulement des documents financiers, donc ceux auxquels les entreprises pensent régulièrement, mais également une vision stratégique et une vision par scénario. Présentez-moi juste les thèmes. Le premier thème, donc, c'est effectivement un dossier solide. Vous avez dit l'essentiel. Il ne faut pas se contenter d'un prévisionnel. Il ne faut pas se contenter d'une demande orale lorsqu'on va chercher des financements un petit peu importants. Important, c'est à partir de 300 000 euros pour une PME, c'est pour des projets d'investissement un peu lourds, c'est pour l'immobilier, c'est pour une reprise d'entreprise, c'est pour une restructuration financière, une création d'entreprise, il n'y coûte pas. Il faut des dossiers qui soient appuyés d'une dimension économique et un minimum stratégique pour qu'un banquier, lorsqu'il ira à son comité de crédit, puisse avoir un dossier solide à présenter. Trop souvent, dans le métier de mon parcours de banquier, moi j'étais banquier pendant 15 ans, j'ai travaillé chez HSBC, puis ensuite dans ce qu'on appelle aujourd'hui BPI France, où j'étais délégué régional. Trop souvent, on n'a qu'un prévisionnel, et un prévisionnel unique qui ne met pas en musique différents scénarios, et notamment on n'explique pas suffisamment en termes de marché, de concurrence, en termes de plan de développement. On ne légitime pas les besoins financiers qui apparaissent toujours de manière trop optimiste dans les prévisionnels qui nous sont envoyés. Donc, le dossier solide, il est avant tout économique et il fait 20-25 pages. Hein. Ce n'est pas simplement 3-4 éléments financiers, un prévisionnel qui nous soit joint par mail. Et il est exposé oralement, bien évidemment. Le deuxième point d'idée qu'on avait développé, c'est… du coup avoir un raisonnement en scénario. Oui, donc là, je le disais, il faut des scénarios prudents. C'est-à-dire que le monde bancaire, sa préoccupation, c'est le remboursement du crédit et c'est les garanties. Les marges sont relativement faibles, hein. Même si les taux remontent, les marges perçues par les banques
sont faibles, il n'y a pas de place au risque en fait. Voilà. Un impayé, vous prêtez 100 000, vous avez un risque 70 000, dans bien des cas, vous allez prendre un risque quasiment de 70 000 parce que les garanties que vous aurez obtenues sont faibles. Le banquier n'est pas un capital risqueur, il n'a pas une vision en termes de plus-value, il veut être rassuré, donc il faut des scénarios prudents, des scénarios replis, et parfois 2 ou 3 scénarios qui viennent démontrer qu'on a de la marge de manœuvre et que les demandes qu'on formule sont raisonnables et cohérentes. Après, on parlera des garanties. À ce propos, en termes de scénarii, un autre point clé, et donc là je vais passer la parole à Philippe, c'est notamment l'évaluation du besoin de fonds de roulement, et on aurait tendance à vouloir habiller la mariée, entre guillemets, au mieux, et donc être minimaliste dans l'évaluation de son besoin en fonds de roulement, le comprimer au maximum. En réalité, il vaut mieux être maximaliste. Effectivement, en fait, et pour expliquer, pour continuer dans la pensée de Jean-Marc, quand un banquier va analyser votre prévisionnel et votre BP, lui, ce qu'il va faire, c'est chercher en fait, c'est quoi les hypothèses structurantes, par exemple le taux d'acquisition de nouveaux clients, votre capacité de recouvrement, qui sont des activités, des hypothèses qui sont structurantes dans votre BP, et puis il va regarder en fait simplement la sensibilité de votre prévisionnel à ces hypothèses-là. D'accord? Donc, si vous mettez sur une hypothèse, on va dire, très optimiste, lui, il va tout simplement il va le downsizer de lui-même, d'accord, pour voir un peu l'impact que ça a sur votre prévisionnel. Et puis, il va voir en fait la solidité tout simplement de votre prévisionnel. Donc, ça, on sait que le banquier va le faire. Donc, autant avoir ce discours d'honnêteté et de transparence en, d'une part, montrant des scénarios, d'accord, en disant, voilà, il y a un scénario optimiste, un scénario base case et puis un scénario pessimiste, en expliquant sur quelles hypothèses de votre business plan vous avez joué. Sans lui fera l'exercice, mais autant lui prémâcher le travail. Comme ça montre que vous avez eu la démarche intellectuelle de comprendre quelles sont les hypothèses structurantes de votre métier. Donc, ça montre en fait qu'on peut vous faire confiance. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est un peu, qui est très, très optimiste par nature, même si on demande aux entrepreneurs d'être optimiste. Donc, avoir cette analyse de sensibilité sur des hypothèses. Sur la partie BFR, c'est d'autant plus vrai. Et là, il faut vraiment distinguer deux approches. Et l'approche que vous allez présenter avec votre banquier, où plutôt prenez des hypothèses un petit peu larges, et ensuite les leviers que vous allez actionner en interne pour optimiser votre BFR. La bonne et mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est que l'argent coûte cher. Donc, quand vous allez emprunter de l'argent, ça va vous coûter de l'argent. En revanche, si vous avez des excédents de trésorerie, en fait, il y a des possibilités de placement qui n'existaient pas il y a encore peu. Il y a des comptes à terme à 3 mois, etc., qui sont intéressants. Donc, il faut mieux prêcher par excès, avoir plus emprunter plus auprès de banques banquiers. De toute façon, il y aura des solutions derrière pour le placer. Ensuite, sur l'optimisation du BFR, si on revient 2 secondes sur la page d'avant, vous connaissez les leviers, on se les dit rapidement, dette fournisseur, retarder les décaissements. Aujourd'hui, quand vous discutez avec des acheteurs ou quand on achète, on a toujours une tendance à se focaliser sur le prix. En fait, le prix n'est qu'une composante d'un achat, d'accord? La notion de délai de paiement est tout aussi importante que la notion de prix. Donc, voir dans quelle mesure vous pouvez négocier des délais de paiement en échange d'escomptes, avoir des remises de fin d'année, c'est des choses qui vont vous aider aussi dans votre négociation fournisseur. Le stock, moi, trop souvent, quand j'étais consultant, aussi bien sur des boîtes du CAC 40, du SBS 120 que des grosses ETI, et là, aujourd'hui, moi, je travaille plus avec des PME, la notion de stock était catastrophique, dans le sens où les stocks étaient évalués, je caricature, mais c'est pas loin, au doigt mouillé ou sur de l'empirisme. Il y a des formules de calcul de safety stock. C'est une approche quasiment scientifique. Ça vaut vraiment le coup de se plonger là-dessus parce qu'en fait, en évaluant proprement votre stock, tout simplement, c'est le bon niveau de stock vous empêchera de mobiliser la trésorerie pour rien. Vous travaillez sur vos MOQ, vous travaillez aussi avec le marketing pour pousser les stocks qui sont dormants, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire sur vos stocks. Créance client aussi, là, le nerf de la guerre, c'est d'encaisser le plus vite possible. De la même manière que vous négociez, vous pouvez négocier aussi les délais de règlement avec vos clients. Et là, il y a aussi un enjeu de automatiser pour ne pas perdre du temps là-dessus, notamment tout ce qui est relance et recouvrement, qui va être assez chronophage d'une part, et d'autre part, qui n'est pas forcément agréable comme discussion à avoir avec ses clients. Avec ses clients, on préfère parler du prochain projet, du prochain business qu'on va faire ensemble. On n'a pas forcément envie de parler du recouvrement, ça détériore la relation. Donc là, l'idée, c'est de comment vous pouvez automatiser ça. Donc en fait, ça soit entre guillemets la faute du système, la faute du process, qu'on demande de l'argent à vos clients et non pas la responsabilité des commerciaux qui n'aiment pas faire ça.
Donc, si on se résume, soyez prudent, voire pessimiste par rapport à votre trésor. De toute façon, le banquier le sera à votre place, donc autant le faire à sa place. Ça va montrer que vous êtes mature par rapport à votre demande. Le pire situation, c'est d'avoir fait une demande de financement de trésor. 2 mois plus tard, de devoir faire une nouvelle demande. Nous, on a le cas avec quelques clients d'Agicap qui ont pas mal ajusté leurs hypothèses. Et Jean-Marc, je pense, pourra en parler. C'est une catastrophe parce que vous vous retrouvez dans une situation extrêmement compliquée de devoir demander tout simplement une rallonge à votre banquier. Donc, on enchaîne sur le point suivant. À savoir les fonds propres. Et donc là, on va vous repasser la parole, Jean-Marc. On a page 16 du document, Jean-Marc. Exactement. Sur notre support. Donc en fait, on sait que les banques prêtent attention de près aux fonds propres. Au niveau de fonds propres d'une entreprise, on aurait tendance à vouloir les renforcer avant d'obtenir un financement bancaire, mais en réalité, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. En fait, il faut évaluer de toute façon une politique financière sur la base du prévisionnel plan de financement qu'on a fait, dont on a parlé. C'est la politique financière qui va nous dire s'il faut le faire avant, si c'est nécessaire ou non. Ce que je constate simplement, c'est que les patrons de PME, PMI et de TI souhaitent rester maîtres de leur destin, limitent à l'ouverture du capital le plus possible et amènent le juste niveau de fonds propres, mais pas plus, et vont jouer l'effet de levier maximum de crédit chaque fois que c'est possible. Bien. C'est quoi l'effet de levier de crédit? C'est qu'aujourd'hui, une dette bancaire, elle va coûter entre 3 et 4% en annuel et elle est déductible. Les quasi-fonds propres, que sont les obligations, qu'elles soient convertibles ou non, vont tourner aujourd'hui entre, on va dire, 10 à 15% selon le risque et la durée de l'obligation. Là aussi, ce sont des intérêts déductibles, mais les fonds propres, la partie capital pur et dur, va coûter entre 20 à 25%. Hein. Donc là, il n'y a pas de déductibilité, et donc mettre des fonds propres de manière anticipée, d'abord, c'est long à trouver, c'est complexe, ça veut dire pacte d'actionnaires, ça veut dire limitation des pouvoirs de décision du dirigeant dans une certaine mesure et de réactivité. Donc, il faut mettre des fonds propres quand il y a besoin, mais c'est finalement, la plupart du temps, pas nécessaire. Un bon argumentaire, un bon dossier, une bonne mise en concurrence, on y reviendra des banques, avec un bon management de la relation bancaire et un partage des risques, donc un cofinancement, l'intervention notamment d'organismes tels que BPI, la CIAJ, la SACEF, c'est-à-dire des sociétés de caution mutuelle qui vont aussi partager le risque avec les banques, en règle générale, en France, suffisent dans 95% des cas pour obtenir des financements. Voilà. Très clair. Donc, effectivement, le meilleur moyen pour obtenir des financements, c'est encore de travailler sa demande. Donc, on a vu comment présenter un dossier solide, quelle posture adopter sur le BFR comme sur les fonds propres. Il y a un autre point qui est clé, donc je vais vous repasser la parole, Jean-Marc, c'est comment on mène sa négociation avec les banques. Donc, la première idée, c'est qu'il faut diviser pour mieux régner. Effectivement. C'est-à-dire qu'être en monobanque, et encore trop de TPE ou de PME sont monobancarisés, et dans bien des cas, le dirigeant a aussi à titre personnel la même banque que l'entreprise. Là, c'est la mort du petit cheval, et au premier retournement de conjoncture, aux premières difficultés de l'entreprise, le dirigeant va se trouver très malheureux, puisqu'il dépend du bon vouloir d'un interlocuteur qui, par ailleurs, a pu changer, et donc toute la relation de confiance qui s'était nouée entre un interlocuteur bancaire, un directeur d'agence de proximité et un chef d'entreprise, il suffit qu'il y ait un changement d'interlocuteur dans la banque pour repartir à zéro au niveau du contrat de confiance. Et si ce changement-là intervient alors que l'entreprise ou la conjoncture n'est pas la bonne, eh bien, on est en situation de blocage, voire de rupture de confiance et de contrat de crédit court terme, donc de mise en danger de l'entreprise. Pour éviter ça, il faut minimum 2 banques dans une entreprise et il faut des banques différentes à titre personnel et professionnel pour éviter le cumul des encours de risque par banque entre le crédit immobilier que vous avez pris pour votre maison, votre résidence secondaire, le crédit voiture, le crédit étudiant pour vos enfants, pourquoi pas, plus les crédits que vous demandez pour votre société, pour l'exploitation et parfois pour l'immobilier qu'on a logé dans une SCI ou autre. Limiter l'encours de risque par banque, c'est évidemment avoir plusieurs banques. Et quand on s'adresse à elles, quand on négocie avec elles, c'est de les voir, on le verra dans un instant, de manière distincte, séparée, éviter les crédits en pool, les relations en pool bancaire, où finalement il n'y a pas de place à l'individualisation et à la création d'un lien particulier entre un partenaire bancaire et un chef d'entreprise. Donc la première idée, c'est effectivement des banques
différentes et qui peuvent avoir aussi des comportements différents. Une banque mutualiste, une banque régionale, une banque nationale, une banque internationale vont avoir des comportements différents, notamment au niveau de la stabilité des interlocuteurs et de leur politique de risque. Donc des banques différentes, plusieurs banques, et répartir nos demandes de financement. On le reverra dans un instant aussi. Si j'ai besoin d'1 million, 1,5 million, je vais demander 500 000 à chacune pour 1,5 million, plutôt que de demander 1,5 million à une seule banque, pour lequel ça va faire un gros risque d'un seul coup. Très clair. Donc, diviser pour mieux régner, c'est le premier facteur clé de succès lorsqu'on mène une demande de financement bancaire avec sa banque. Le deuxième point clé de succès, c'est de choisir le terrain, donc quelque part la date et le lieu, et de mener vraiment la négociation plutôt que de la subir. Concrètement, qu'est-ce que ça donne, Jean-Marc? Donc, ça veut dire que nous, ça fait 22 ans qu'on accompagne donc, des dirigeants dans la recherche de financement. On a accompagné plus de 1000 entreprises. On a 100% de succès dans nos demandes de financement depuis 22 ans. La qualité du dossier, la stratégie financière qu'on a élaborée, la répartition des risques. Et ensuite, on a toute une logique de mise en scène et de théâtralisation de la demande. Et donc, pour être en position de force quand on négocie, dans tous les domaines, il faut être chez soi. Donc là, le rendez-vous bancaire doit se faire dans l'entreprise de notre point de vue. On invite les partenaires financiers à venir nous voir individuellement dans le cadre de réunions au cours duquel on présente la demande de financement sur la base du dossier qu'on leur remet à ce moment-là, de façon à garder le lead dans la présentation du dossier. Une présentation de dossier de financement un peu significative, c'est 1 heure à 1 heure et demie de rendez-vous, à la fois pour présenter, parce qu'on va présenter, on va ouvrir la présentation d'un demande de financement si elle est importante, à des banquiers qui ne sont pas les banquiers habituels de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va mettre en concurrence nos banques, et on va les mettre en concurrence en invitant des banques prospects à venir nous rencontrer dans notre entreprise. Et c'est à ce moment-là, on va leur présenter l'entreprise, on va leur faire visiter les locaux, on rappelle l'historique, l'actionnariat, le marché, la stratégie. À un moment donné, on va présenter évidemment la demande de financement, la justifier, et ensuite, simplement, on va répondre aux questions du banquier parce qu'on lui aura présenté et remis le dossier lors de cet entretien. Si on lui envoie, il le demande, c'est légitime de sa part de le demander pour pouvoir étudier le dossier avant le rendez-vous, eh bien, c'est plus le dirigeant qui mène la présentation. Le rendez-vous se traduit par une logique de réponse à des questions posées par le banquier, qui prend le lead dans la discussion. Donc, nous, ce que nous préconisons, c'est que le lead soit pris par le chef d'entreprise qui se présente, son entreprise, son projet. C'est relativement rapide et simple, 1/2 heure, 3/4 d'heure, et ensuite, on va répondre aux questions complémentaires du banquier. Et donc, dans une position d'écoute, et qui est dans une position de découverte et d'écoute d'un individu. En fait, on prête en tant que banquier à une personne avant de prêter une entreprise. On a confiance ou pas dans la personne. On a compris ou pas son marché, sa stratégie. Et enfin, tout ça se traduit, parce qu'on l'a compris, en une démarche financière, une logique financière, une politique financière à laquelle on adhère ou pas. Voilà. On parlera des garanties ensuite, on parlera des modalités de remboursement, etc. Mais il faut déjà comprendre. Et comprendre, c'est expliquer, être en capacité d'écoute ce qui nous est expliqué par un individu et pas un dossier. Très clair. Et alors, ce qui est important également, c'est également de poser ces conditions d'entrée. Et un sujet sur lequel vous êtes très à cheval, c'est le sujet des cautions personnelles. Voilà, chez nous, et depuis qu'on a créé le cabinet, ça fait partie de mon cheval de bataille. Il n'y a jamais eu de caution et il n'y a pas de caution personnelle pour un dirigeant. Si on a une stratégie cohérente, si vous voulez, la politique financière et la capacité à prêter, quand on est banquier, on regarde 3 choses. Le marché, il y en a un ou il n'y en a pas. Il y a un projet, il est séduisant, il est crédible et raisonnable, on adhère ou pas. Et enfin, il y a une équipe et un dirigeant qui porte ce projet. D'accord ? Voilà. Donc, si je crois dans l'équipe et le dirigeant, si je pense qu'il y a un marché, que la stratégie est la bonne, j'ai envie de prêter. Si le risque qu'on me propose de prendre, il est partagé avec d'autres. En fait, les banquiers sont très suiveurs. C'est l'instinct grégaire. S'il y en a un qui y va, on se dit si l'autre y va, je vais peut-être y aller aussi. S'il y a une garantie publique du type BPI en plus, c'est génial parce que l'État se porte garant. Il peut être garant encore de 50, 70%. Si on est 2-3 financiers par ailleurs, on voit que le quantum qui reste devient fait pour le banquier, qui peut prendre un nantissement de fonds de commerce, une assurance d'essai, un nantissement sur gage de matériel, une hypothèque si on parle d'immobilier. Donc, il y a des garanties. Le dirigeant, s'il a fait le job qu'il doit faire, c'est-à-dire prendre à un moment donné ses responsabilités et amener un minimum d'argent en fonds propres, capital, compte courant, ou ouvrir son capital à des partenaires investisseurs si c'est nécessaire,
quand on a fait le job au niveau des fonds propres, seuls ou avec des partenaires, je vous le redis, les banques sont tout à fait dans une optique de prendre leur part en partageant et en prenant des risques extérieurs. Donc la caution ne doit pas être une condition d'octroi de crédit. Ça voudrait dire simplement que le banquier n'y croit pas et qu'on ne l'a pas convaincu sur la stratégie, l'économie et les hommes. Et ça veut dire signal d'alarme. Et ça veut dire qu'il faut peut-être que je retravaille mon dossier. Parce que si on me dit non ou qu'on me dit oui uniquement parce qu'il y a des cautions, c'est qu'on ne croit pas dans le projet. Voilà. Donc pour nous, il ne doit pas y avoir de caution. Et on y parvient depuis 22 ans. Très clair. Et alors, il y a un dernier point, c'est que au premier trimestre, les banques entament leur année. Il y a encore peu d'entreprises qui font des demandes. Donc, s'il y a une saisonnalité où les banquiers sont peut-être un chouïa moins regardants, c'est vraiment ce premier trimestre. Et oui, parce que quand on est banquier, en fait, on est un commerçant. Moi, j'ai démarré mon parcours de banquier en tant que chargé d'affaires entreprise, puis directeur d'agence. On a des objectifs. Les objectifs, comme dans beaucoup d'entreprises, sont donnés en année civile. Et donc, on a très envie d'avancer dans la réalisation de ces objectifs pour être tranquille en début d'année. Et il se trouve que, comme la majeure partie des entreprises clôturent au 31/12 leur compte, on n'a pas les bilans frais de la plupart de nos clients avant le mois de mars-avril. Et en même temps, on a envie de faire nos objectifs. Donc, toute la machine interne, comité de crédit, analyste crédit, chargé de clientèle sont disponibles sur janvier, février et bien souvent encore mars, et avec une très forte envie de faire tourner la machine et de réaliser les objectifs. Donc, c'est à la meilleure période, ce que j'appelle la période de récolte du crédit, le premier trimestre civil de l'année. Le plus vite on va clôturer, le mieux c'est. On vient avec un bilan frais, avec des projections financières, et on fait ce qu'on a dit au niveau de la mise en musique sur la forme et le fond du dossier, et ça facilite évidemment cette période d'obtention des crédits. Très clair. Alors, petite question d'Aubert Loury sur justement cette question de choix de terrain. Dans le cadre d'une reprise, comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est parfois compliqué, voire impossible, d'organiser une réunion dans les locaux de l'entreprise qu'on souhaite reprendre. Et dans ce cas-là, c'est ce qui se passe souvent en ce qui nous concerne, ça se passe dans nos locaux. C'est-à-dire que la plupart des créateurs ou repreneurs qui n'ont pas encore d'entreprise sont accompagnés par un expert comptable, un conseil financier ou autre, et c'est chez le conseil que la plupart du temps, à ce moment-là, les rendez-vous de banque vont se passer. Et quand on est en délocalisé, puisqu'on intervient à plus de 2 heures de route, autour de 2 heures de route de notre cabinet, eh bien, on va louer en fait une salle dans un centre d'affaires à la demi-journée ou à la journée pour rencontrer les banques dans un terrain neutre, mais qui n'est pas chez le banquier. Donc, tout plutôt que d'aller chez le banquier. D'abord, on va gagner du temps, et ensuite, le banquier sera moins en situation de sénateur. Très clair. C'est lui qui fait acte de commerce et qui vient nous voir. Très clair. Et alors, une fois qu'on a obtenu son crédit, qu'on a repris une entreprise, qu'on la développe, il faut continuer à cultiver ces relations bancaires parce que, bien entendu, c'est pas du one-shot, ça se construit dans la durée. Et donc, le premier point, Jean-Marc, là-dessus, il y a une attente du banquier en retour sur la répartition des flux qui doit correspondre au prorata des financements accordés. Absolument, absolument, absolument. Là, si c'est quelque chose qui n'est pas respecté, le banquier se sentira trahi. C'est-à-dire que si on octroie du crédit qui génère un risque important pour la banque avec une marge faible, voire nulle, parfois on regarde des coûts directs associés. La seule façon pour le banquier de gagner de l'argent, ça va être effectivement les commissions de compte, les frais de service divers et variés, les dépôts à vue. Et donc, c'est un compte qui va fonctionner. Et un compte qui fonctionne, c'est un autre élément pour le banquier, c'est la capacité de percevoir une baisse éventuelle de chiffre d'affaires et une mise en danger de l'entreprise par une sous-activité à un moment donné. Donc, ce sont des signaux pour lui qui lui permettent de piloter son risque et dont il a besoin. Et on est bien en partenariat, c'est la même chose pour un particulier. Quand vous prêtez de l'argent pour acheter un appartement ou une maison à un particulier, vous lui demandez qu'il dépose, qu'il oriente son salaire dorénavant dans la banque qui lui prête pour son immeuble, pour son appartement. Bien, il en va de même pour une entreprise, comme on est multibancarisé dans la majeure partie des entreprises, quand même PME et ETI. Si je porte 50% des financements, 30% des financements globaux court et moyen terme d'une entreprise, j'attends, contrepartie, que globalement, en termes de flux débit et crédit, progressivement, on tende vers une répartition des encours et des flux proportionnels au risque porté par la banque. C'est très important. Si ça n'est pas fait progressivement, il y aura une rupture de confiance et la prochaine demande de financement sera un refus par manquement, finalement, aux engagements qui avaient été pris, oraux ou écrits, de répartition des flux pro rata des risques pris par les banques. Ça existe depuis tout le temps, depuis 40 ans. Très clair. Et alors, la confiance, c'est aussi
informer son banquier de l'évolution de l'activité, quand bien même le financement a déjà été accordé. Donc, c'est à la fois une question de transmission de reporting, de documents. C'est également une question d'attitude et de relations pérennes. Alors, la relation bancaire, le mot crédit, la source du mot crédit, c'est credo. Et credo, ça veut dire en source latine confiance. Il n'y aura pas de crédit s'il n'y a pas confiance dans la parole du dirigeant, dans les scénarios du dirigeant, sur la cohérence du dirigeant dans son comportement, dans son exemplarité. Et l'exemplarité, ça veut dire ne pas pécher par omission et ne pas mentir. Ça veut dire que si j'ai présenté des scénarios dans des prévisionnels, dans des logiques annuelles, qui sont plutôt, à un moment donné, on s'est vu, je présente le bilan, on doit se voir, normalement dans une PME, une ETI, on va se voir entre 1 à 2 fois par an minimum, physiquement, idéalement, pour garder un contact et créer un climat de relations humaines sympathique, agréable, qui permettra au banquier de lui donner envie de nous faire confiance, parce qu'il s'est forgé une opinion sur l'individu qu'il a rencontré. C'est pas qu'un coup de fil, un mail, c'est vraiment des rencontres qui me paraissent tout à fait importantes. Donc dans le cadre de ces rencontres, on parle bien sûr du présent et du passé, mais on parle aussi quand même du marché et des perspectives à court et moyen terme. Si elles doivent changer, parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a des impayés, parce qu'il y a des éléments structurants qui ne sont pas tout à fait au rendez-vous de ce qu'on avait prévu, ou radicalement différents, il faut en informer le banquier pour qu'il ait le sentiment de ne pas découvrir les choses a posteriori, mais qu'on recherche des solutions pour passer un cap éventuellement difficile, vous voyez. Donc, il ne s'agit pas de faire un reporting dans les tableaux de bord tous les mois, tous les trimestres. Il s'agit de dire simplement, on peut se voir 2 fois par an pour faire un petit point, c'est très bien, mais surtout si les choses doivent être différentes dans l'intervalle, je vous le dis, on rencontre des difficultés, on rencontre des éléments qui nous alertent, on préfère vous le dire, on va rechercher des solutions, on adapte les charges de l'entreprise, on adapte un certain nombre de choses, peut-être même la politique financière, on se reverra pour en parler, mais on informe les tiers et on ne ment pas. Moi, quand j'étais banquier et que je me trouvais dans des situations parfois très radicalement dégradées par rapport à ce qui m'avait été annoncé, j'étais dans le principe. Et lors du renouvellement des lignes court terme, je n'avais pas envie de les renouveler parce que je n'avais plus la confiance dans le partenaire en me sentant trahi par péché, manquement d'information. Très clair. Et alors, on a quelques petites questions que je vais vous transmettre, Jean-Marc. D'abord, une question d'Emmanuel qui nous demande donc un petit rappel des flux sur lesquels les banques gagnent de l'argent et du coup, elles préfèrent récupérer. C'est tous les flux débits qui sortent d'un compte de l'entreprise vis-à-vis des tiers. C'est-à-dire, si je fais un virement, je suis dans 2 banques différentes, on va prendre la BNP, Crédit Agricole. Je fais des virements d'équilibrage, d'approvisionnement de mon compte BNP pour gérer l'argent sur le Crédit Agricole. Ça reste dans mon entreprise. Il n'y a pas de commission de compte. Les virements vont être gratuits en règle générale, il n'y a pas de frais. Par contre, si je fais un virement, une domiciliation, un avis de prélèvement, un chèque qui vient débiter mon compte et qui va régler des fournisseurs, les salaires des personnes extérieures à l'entreprise, les impôts, la TVA, là, on est sur les flux débits qui vont donner lieu, en règle générale, dans les PME et ETI, à ce qu'on appelle la commission de compte, la commission de mouvement, qui est négociable. Et on a tout un tas de frais qui vont être associés aux domiciliations, aux virements et autres, qui peuvent générer des frais, on peut discuter les conditions, mais qui vont permettre à la banque, finalement, de nourrir des services, de rendre des services sur lesquels elle va prendre une marge et sur lesquels elle va cumuler ce qu'on appelle un produit, des produits sur crédit, produits sur service, produits sur placement, qui vont lui permettre progressivement d'équilibrer ses comptes et de gagner sa vie. C'est son but, hein, bien évidemment. Très clair. Donc, c'est bien entendu la répartition des flux sortants dont on parle quand on dit qu'il faut tenir ses engagements en matière de répartition des flux. Voilà. Alors, excusez-moi Isabelle, très vite il faut les orienter. Donc les flux débits, pour expliquer aux gens qui ne savent pas comment faire, j'avais qu'une banque, j'en prends une deuxième demain. Demain, je veux mettre 30-40% très vite de flux débit dans cette nouvelle banque. Ça peut prendre du temps dans l'esprit de beaucoup de gens. En fait, on va compartimenter, orienter une banque dans certains types de flux. Par exemple, une banque va gérer tous les flux sociaux et fiscaux. Le paiement de la TVA, le paiement des impôts à compte, le paiement des salaires, le paiement des charges sociales, vous voyez ? Voilà. Et puis les fournisseurs, je n'y touche pas, je les laisse dans la banque historique. Et donc, pour alimenter et couvrir ces flux débits qui sont typés, donc je sais qu'ils sont dorénavant logés dans une banque, c'est clair dans ma tête, je vais faire un virement de crédit
de la première banque qui continue d'encaisser les virements de ses clients, éventuellement, qui ont pris l'habitude de virer sur la première banque parce qu'elles avaient les RIB des encaissements. Donc, je peux très bien laisser les encaissements dans leur globalité dans un premier temps dans ma première banque que j'avais, et je vais faire un virement d'équilibrage, puisque ça reste chez moi, je n'ai pas de commission de compte, pour permettre de couvrir les débits nouveaux que je viens de transférer dans cette deuxième banque. Et progressivement, les nouvelles entrées en relation avec des clients, les nouveaux RIB que je vais leur envoyer, permettront d'alimenter aussi en crédit cette deuxième banque que je viens d'ouvrir, dans mon exemple. Très clair. Alors, deux autres petites questions. Dans le cadre d'une demande de financement pour le lancement d'une nouvelle business unit, faut-il également présenter le plan de développement en plus de la performance historique des autres business units? Donc, j'imagine que oui, on regarde Si c'est la même entreprise. Si on parle bien de business unit qui sont des branches d'activité d'une seule et même entité juridique, la réponse est oui. J'ai même tendance à dire que dans un groupe de sociétés où il y aurait 3 sociétés qui sont dans le même business, dans le même métier, mais qui sont logées, il y en a une qui achète, il y en a une qui transforme, il y en a une troisième qui vend, pour faire simple, dans le même métier. Il y a une interconnexion entre les 3 sociétés par rapport à un même marché, un même actionnariat qui est une holding. Quand on commence à faire des demandes un peu significatives de crédit dans l'une des entreprises, le banquier s'intéresse à savoir ce qui se passe dans les autres et dans la maison mère. Parce qu'il est très facile de transférer de la rentabilité, de la trésorerie d'une entreprise à l'autre dans un groupe. Alors, si vous avez des business units, a fortiori, qui sont des branches d'activité simplement, des agences au sein d'une même entreprise, on raisonne en fait global, on raisonne groupe, on raisonne société, et non pas business unit. Et du coup, sur le passé, sur les résultats historiques, mais également sur ceux de la nouvelle BU qui va être créée. Et à quel horizon il faut regarder en avant, faire la vision projective? Là aussi, c'est fonction de l'importance de la demande de financement. Quand on est sur des tout petits montants, il n'y a pas forcément besoin de prévisionnel, d'accord ? Si vous êtes sur 30, 40, 50 000, vous accompagnez vos investissements et vous faites des demandes de financement au fur et à mesure. Si votre entreprise est bien notée, gagne de l'argent, des fonds propres, une trésorerie positive, les choses se font à l'oral. Quand on commence à être sur des montants plus significatifs, 150, 200, 300, 500 000, 1 million, voire plus, évidemment, plus on va être en enveloppe importante et plus la situation financière de l'entreprise va être dégradée, du fait de crise, de perte ou autre, de besoin de trésorerie court terme, plus il va falloir éclairer. Et en gros, l'éclairage qu'on attend, c'est du 18-36 mois. Au-delà, on sait très bien que personne ne sait ce qui se passera. D'ailleurs, au-delà d'une année, même un budget annuel, on n'est pas sûr de le tenir. À 18-36 mois, ça devient de la vision du plan stratégique, mais qui a toute vocation à ne pas se réaliser. C'est là où il faut être prudent. Il ne faut pas non plus prendre des gens pour des imbéciles avec des scénarios trop optimistes qui vont nous faire rigoler et nous amener à retravailler finalement des hypothèses qu'on va juger totalement irréalistes. D'ailleurs, pour info, quand on est financier, sur 100, quand on a 100% de demandes et de prévisionnels, dans 90% des cas, on a envie de remettre complètement les prévisionnels dans une typologie beaucoup plus raisonnable parce qu'on n'y croit pas du tout. On se dit, c'est fait pour que ça passe, mais on n'y croit pas. Donc, nous, quand on fait nos scénarios, on veut bluffer nos interlocuteurs par des scénarios très prudents, où ils nous disent, ah ben oui, là vous êtes prudent, c'est bien, ça nous va bien, on n'a pas le boulot à refaire, on est plutôt dans un scénario prudent. Et ce que je dis à mes clients, vos prévisionnels, faites en sorte de les réaliser et de faire mieux. Parce qu'une fois que le banquier aura compris que vous êtes quelqu'un de crédible, qui fait ce qu'il dit, 9 fois sur 10, eh bien vous démarquerez des petits copains et vos banquiers pourront prendre des risques avec vous qui ne prennent pas avec les autres parce que vous faites ce que vous dites. Voilà. Donc, des scénarios prudents à 18-36 mois, c'est tout à fait suffisant et c'est important. Et alors, j'imagine que quand on présente son dossier de financement, il y a parfois aussi des secteurs qui sont un petit peu plus simples à vendre que d'autres. Donc, on a une question de Georges qui nous demande comment défendre un bon dossier dans un secteur compliqué, à savoir le BTP. Le BTP n'est pas plus compliqué que les autres sur moyenne longue période. Il l'est plus aujourd'hui compte tenu de la conjoncture, notamment un certain nombre de constructeurs de maisons individuelles ou d'autres commencent à sentir effectivement, comme dans la promotion immobilière, des ralentissements. Donc oui, ça va devenir plus compliqué. C'est resté ces dernières années des dossiers extrêmement faciles à financer parce que l'économie se portait bien dans ce secteur notamment. Donc quels que soient les métiers, il y a des moments où on est moins bien.
Voilà. Donc, quand on est moins bien, il faut faire tout ce qu'on a dit. Il faut un très bon dossier, il faut mettre en concurrence les banques, il faut insister sur l'économique, sur l'humain, sur les marges de manœuvre de sécurité. C'est là où éventuellement il peut être nécessaire de renforcer ses fonds propres par anticipation. De toute façon, il faut dire une chose aussi à nos interlocuteurs, aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs. Une entreprise saine est une entreprise qui a une trésorerie positive avec une bonne marge de manœuvre. Et une marge de manœuvre de trésorerie positive, c'est 1 mois de chiffre d'affaires TTC minimum. C'est-à-dire, si vous faites 1 million de chiffre d'affaires, c'est 100 000 euros de trésorerie. C'est 10% du chiffre d'affaires hors taxe. Ce minimum de trésorerie positif, dans un plan stratégique de développement d'entreprise, doit amener à financer systématiquement les investissements par du crédit et doit permettre aussi d'avoir un fonds de roulement positif qui couvre largement le BFM et qui maintienne une trésorerie positive. Quand on commence à dépendre des banquiers court terme pour faire les fins de mois, les salaires et les fournisseurs, au premier ralentissement économique, si on est déjà à court terme avant le ralentissement économique, on est mal. Pour revenir sur le BTP, le secteur du BTP qui est effectivement très acyclique, qui est très cyclique si vous voulez, se caractérise par des entreprises en règle générale qui sont sous-capitalisées en fonds propres, avec une notion de résultat écrasée, avec une vision fiscale pour les dirigeants. Il ne faut pas une vision fiscale dans un arrêté de bilan pour qu'il soit crédible, il faut une vision économique. Je dis, c'est valable sur notre site internet, qu'il faut accepter de payer de l'impôt si on veut faire grandir son entreprise, parce que gagner de l'argent amène à payer de l'impôt, mais ce résultat net consolide des fonds propres permet de rembourser des dettes demain et permet donc d'avoir la confiance des banques. Si chaque fois qu'on est en capacité de gagner de l'argent, on minimise son résultat en jouant sur les stocks, en jouant sur différentes primes de salaire, tout ce qu'on peut imaginer, ou des distributions de dividendes trop importantes, et qu'on minimise ses fonds propres, et qu'on réduit sa trésorerie, on n'a pas de faculté d'absorption de crise, et évidemment, les banques n'aiment pas. Donc, dans le BTP, comme dans tous les secteurs, il faut consolider l'entreprise par des fonds propres qu'on laisse à l'entreprise. Ces fonds propres doivent représenter minimum 20 à 25% du total général d'un bilan, c'est très important, et la trésorerie doit représenter, en période normale, saine, avant crise, 10% du chiffre d'affaires, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Voilà. Très clair. Alors, on va avancer parce qu'on approche petit à petit de la fin. Un autre point clé dans la relation avec les banques, c'est de privilégier les relations individuelles plutôt qu'en pool bancaire. Tout à fait. Quand vous êtes en pool bancaire, c'est comme si vous étiez avec des fournisseurs dans n'importe quel domaine d'entreprise et que vous réunissiez vos fournisseurs pour discuter avec un ensemble de personnes qui seront autour d'une table des conditions de prix, de volume, de paiement, en jouant carte sur table vis-à-vis de tout le monde et en présentant la stratégie et les besoins d'une entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs. On ne tiendra jamais de bonnes conditions dans ces conditions-là. Donc, si on veut pouvoir avoir avec nos partenaires financiers les meilleures conditions, les mettre en concurrence, il faut les rencontrer individuellement. Et ça permet aussi aux banques de poser les bonnes questions, de présenter leurs solutions, produits, services, de créer un lien humain qui va permettre de part et d'autre d'avoir envie de travailler ensemble en ayant compris qui est la personne, quel est son projet, comment elle peut, de part et d'autre, comment on peut travailler ensemble. Si vous voulez aussi, les banquiers, à partir du moment où ils ont envie de travailler avec une entreprise, ils ont envie de prendre une part de plus en plus importante, sans tomber dans le monopole et la position de seul banquier, puisqu'on est plutôt dans une tendance aujourd'hui à vouloir partager les risques dans le monde de la banque. En tout cas, c'est la volonté de l'État et c'est la volonté des directions générales vis-à-vis de leurs réseaux commerciaux que les inciter à partager leurs risques. Donc, si vous avez 20 ou 30% des flux, vous aimeriez en avoir 40 ou 50. Voilà. Si vous en avez 50, vous aimeriez en avoir 60%. Ça veut dire faire des offres de crédit ou de services compétitives en termes de taux, en termes de solutions de souplesse ou autre chose. Et vous ne pouvez pas présenter vos solutions, vos conditions devant tout le monde, évidemment, dans le cadre d'un crédit en pool. On sait aussi qu'un crédit en pool, avec un chef de file, va coûter cher. Il y aura une commission d'arrangement qui va coûter de l'ordre de 20%. Il y aura un seul et même contrat qui va être long à élaborer, avec les contraintes de chacun des banquiers amalgamées. Donc, nos recommandations, c'est de prendre chaque banquier individuellement, de faire des contrats de prêt individuels à des conditions spécifiques, adaptées à une demande de financement faite pour un banquier. Même si je demande 1,5 million avec 3 fois 500 000, je vais avoir 3 crédits différents qui peuvent avoir des taux différents en fonction de la politique de taux de chaque banque et voire même parfois des frais de dossier, des contrats différents, des garanties qui peuvent à la marge être différentes parfois. Voilà. Donc, diviser pour régner, c'est aussi au niveau donc, de cette relation la capacité de créer une relation individuelle favorable à tout le monde.
Très clair. Et alors, un dernier point qui peut paraître contre-intuitif, c'est que le fait de maintenir de bonnes relations, en fait, n'empêche pas de négocier les conditions et typiquement les frais bancaires auxquels on consent en début de relation. Oui, alors je vous ai dit en préparant ce webinaire que quand j'étais banquier, pour ma part, je me disais que si on ne négociait pas avec moi, d'abord tout le monde négocie, c'est un fait. Tous les clients, qu'ils soient particuliers ou qu'ils soient chefs d'entreprise, négocient avec leur banquier, c'est naturel. Ça paraît naturel chacun d'entre nous, et on négocie notamment les taux d'intérêt. Mais tout peut être négocié avec un banquier. Les frais de service, les frais de dossier, les commissions diverses et variées, les taux d'intérêt, les garanties, les clauses qui sont comprises dans le contrat de prêt, par exemple, l'absence de pénalité en cas de remboursement anticipé, les durées de financement, tout va se négocier. La forme du financement, crédit classique, crédit bail. On a bien compris que tout pouvant se négocier, le banquier est challengé en permanence par ses clients. Un client qui ne négocie pas, ça fait peur. On se dit, mais s'il ne négocie pas avec mon banquier, est-ce qu'il négocie avec ses fournisseurs, avec ses clients? Est-ce qu'il défend le bout de gras? Est-ce qu'il va gagner de l'argent? Puisqu'il ne négocie pas, c'est quand même pour le moins interpellant. Deuxième élément, et c'est tout l'objet de votre logiciel, comparer les conditions interbancaires en matière de services et de frais et de taux. On s'aperçoit qu'on peut avoir des variables de 1 à 8 pour le même type de service d'une banque à l'autre, de 1 à 8 fois plus cher pour le même service. Donc ça vaut le coup de comparer et ça vaut le coup de négocier, tout en ayant toujours le souhait et la nécessité de permettre à nos interlocuteurs de gagner leur vie. Si à force de négocier, le banquier n'a plus d'intérêt à agir puisqu'il n'a plus de rentabilité dans sa relation banque-entreprise, à un moment donné, on s'est fait harakiri, c'est-à-dire qu'on a tellement négocié qu'on perd tout l'intérêt pour nos interlocuteurs à travailler avec nous et nous diront non à un moment donné sur les crédits parce qu'ils ne gagnent plus dans le couple risque-rentabilité suffisamment la vie. Une des conditions qu'on pose aux partenaires financiers parfois lesquels on travaille, c'est est-ce que vous gagnez suffisamment votre vie correctement? Est-ce que notre relation est gagnant-gagnant de part et d'autre? Est-ce qu'elle est équilibrée? Si ce n'est pas le cas, dites-nous-le parce qu'il faut qu'on en discute. On doit être gagnant-gagnant et dans la durée. Très clair. Et alors, Philippe, tu voulais revenir sur un cas spécifique d'un client Agicap qui, du coup, a réussi à économiser 10 000 euros, donc 30% en fait, de ses frais bancaires à l'aide d'Agicap. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Effectivement, comme l'a précisé Jean-Marc, toute la difficulté, c'est d'arriver à négocier avec son banquier. Et c'est une difficulté, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une asymétrie d'information entre vous et votre banquier. Votre banquier, il sait pertinemment le montant des honoraires ou des fees qu'il a eu avec vous au cours d'une année, au cours d'une période. Pour vous, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est une information qui n'est pas forcément disponible. Et donc, la difficulté, c'est que vous ne savez même pas en fait combien vous avez dépensé avec votre banque au regard des flux que vous lui avez donnés. Et donc, vous ne savez même pas en fait si vous lui avez, enfin, si le ratio des frais et de l'activité que vous avez avec chacune de vos banques est bon, ou du moins est comparable d'une banque à l'autre. Et là, l'idée, c'est de vous faire aider aussi par la technologie. Donc, ce qu'on fait nous avec nos clients, c'est qu'en fait, on les aide à identifier déjà, la volumétrie de dépenses qu'ils réalisent avec chacune de leurs banques, la volumétrie aussi de flux bancaires qu'ils ont avec chacune de leurs banques. Donc ça, c'est automatique. En fait, on vient se greffer à chacun des comptes bancaires, on vient récupérer les données, on vient catégoriser la donnée automatiquement. En identifiant par exemple tout ce qui est lié à des frais, on va pouvoir le catégoriser automatiquement. Et donc là, on va pouvoir faire des graphiques qui sont assez intéressants dans le sens où on va pouvoir dire, voilà, avec la BNP, vous avez à peu près X milliers ou X millions de flux par an et vous avez payé X milliers de frais bancaires. Et ce ratio-là, voilà à peu près ce qu'il représente. A contrario, je dis n'importe quoi, avec Société Générale, on voit que vous avez un ratio qui est plus défavorable. Et donc, sur cette base-là, ça donne en fait des éléments aussi factuels dans la discussion, plutôt que de dire c'est trop cher ou pas assez cher, qui est plus une perception qu'un véritable fait à amener dans la négociation. Ça permet en fait de vous armer et de factualiser votre négociation avec votre banquier en disant voilà, écoute, moi j'ai très envie de travailler avec toi, mais factuellement, tu vois que au regard du volume d'activité que j'ai avec toi, je paye 2 fois plus cher qu'avec notre banquier. C'est quoi ta capacité à t'aligner? Est-ce qu'il faut que tu donnes du flux en plus? Et donc voilà, ça permet d'avoir en fait une discussion beaucoup plus factuelle. Et ce qu'on voit, c'est que sur des entreprises du type PME, petite ETI, avoir ces informations-là, on a des jolis use cases où on va faire gagner 30% en fait, des frais bancaires à nos clients. Et on permet également de partager les reportings financiers avec des partenaires en implique, donc de gagner du temps. Exactement. Et Jean-Marc en parlait juste avant, il y a deux choses. Il y a montrer votre prévisionnel de trésorerie, mais aussi montrer ces fameux scénarios, analyse de sensibilité par rapport à des variables clés.
Là, l'idée, c'est aussi vous aider, parce que c'est quelque chose qui est assez chronophage à réaliser. Excel n'est pas forcément approprié, parce que Excel n'est pas connecté aux banques, n'est pas connecté à vos ERP. Donc, nous, on a cette possibilité vraiment de se connecter automatiquement par des intégrations natives à ces différents outils. On a l'information en temps réel sur votre, dans Agicap. Et là, on peut faire des analyses de sensibilité en disant, bon, voilà, si aujourd'hui, mon DSO, je lui mets 10 jours de plus, qu'est-ce que ça veut dire sur mon prévisionnel ou à contrario, je le réduis de 10 jours, à quoi ça va ressembler? Et ça, du coup, ça permet facilement de générer des reportings que vous pouvez montrer avec votre banquier, voire même, on a des clients qui, lorsqu'ils font des réunions avec leur banquier, sont assez sereins sur la modélisation sur Agicap et donc vont modifier des hypothèses en live pour dire, voilà, moi, je peux te montrer, je peux tenir, et voilà un peu les conditions, le scénario, on va dire, le pire scénario que je puisse tenir. Voilà un peu les hypothèses qui le sous-entendent, et donc ça rajoute de la confiance à l'égard de la relation avec le banquier. Très clair. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on a encore quelques questions. Si vous avez encore quelques minutes, je vous propose qu'on y réponde. Donc, tout d'abord, une question d'Emmanuel qui demande, dans le cadre d'une croissance externe, est-ce un souci si les banques de la reprise ne sont pas les mêmes que les banques de la holding et de la première société reprise? Donc, Jean-Marc, ça pose la question finalement de comment et jusqu'à quelle taille on peut élargir quelque part le groupe de banquiers auquel on a affaire. Alors, aucun problème pour que les banques soient différentes entre les banques historiques, tant du repreneur que de l'entreprise cible. Chaque fois qu'on va demander des crédits, on est libre de demander les crédits à qui on veut, sans tenir compte, encore une fois, on n'a pas d'obligation à travailler avec les banques ni de la cible ni les siennes, pour être clair. On a simplement une obligation morale, économique, financière, à répartir les flux par rapport aux risques qui naîtront d'une nouvelle répartition des encours de risque liés à l'entrée en relation et au financement mis en place pour acheter l'entreprise. D'accord? On est libre. Très clair. Et alors, est-ce qu'il y a un moment où une taille critique où une société n'a plus d'autre choix que de passer par un pool bancaire? Si on n'a plus d'autre choix, c'est le cas dans deux situations. La première situation, c'est quand on a mal. Voilà, malheureusement, quand une entreprise rencontre des difficultés ou ça commence à être un peu chaud, les banques elles-mêmes vont demander à ce que cette réunion se fasse en pool bancaire. Bien souvent, quand il y a des difficultés, mon mandat BPI est présente également. Et parfois, on va aller en médiation du crédit. La Banque de France sera également présente. Et on aboutira à des solutions partagées dans le cadre de crédit en pool. Ça, c'est entreprise en difficulté. Et puis après, sur le marché des ETI, les pratiques pour des grosses entreprises, des gros montants de crédit, sont effectivement de plus en plus de passer sur des logiques de crédit en pool pour maîtriser finalement les conditions valables pour l'ensemble des partenaires financiers. Et finalement, on s'aperçoit que les ETI ont un coût de financement plus élevé que les PME-PMI, du fait de ces crédits en pool et des risques plus importants qui sont pris sur la volumétrie des crédits sollicités. Très clair. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Le replay sera disponible dans quelques minutes, vous sera envoyé automatiquement par mail. On vous enverra également du contenu complémentaire. Donc, je souhaitais remercier Jean-Marc pour sa participation. Quand bien même les conditions techniques ont été un petit peu difficiles. Ça a été une discussion très intéressante. On a plein de remerciements dans le chat. Donc, merci à vous, Jean-Marc, de nous avoir éclairé sur ce qui fait une relation bancaire performante et qualitative. Et puis, on était ravis de vous avoir et on n'hésitera pas à partager toute cette sagesse bancaire, comme l'a nommé un des participants, que vous nous avez transmise. Si vous permettez juste un mot pour les gens qui souhaitent approfondir le sujet. Donc, effectivement, chez Erol, j'ai fait 2 bouquins. Le premier s'appelle Relations banque-entreprise, mode d'emploi. Donc, on le trouve sur le net, chez la FNAC ou autre. Et donc, voilà, c'est un ouvrage qui vraiment est centré, pour plus de 300 pages, d'un point de vue très pratique et pour l'échelle d'entreprise, sur la relation banque-entreprise, comment la gérer et l'optimiser. Et le deuxième bouquin, c'est comment financer son entreprise. Et là, j'aborde aussi bien les aspects de relations avec capitaux risqueurs, les prêts d'honneur, les subventions,
les prêts bancaires, les prêts participatifs, le crowdfunding, tous les modes de financement sont présentés avec des témoignages de directeurs, de directeurs par prestation, de directeurs d'agences et autres, de BPI et consorts, qui viennent apporter leurs témoignages sur leurs attentes dans la façon de présenter les dossiers, leurs attentes particulières et comment combiner tous ces modes de financement au service de la politique financière globale de l'entreprise, puisque le financement bancaire est une chose, mais il n'est pas unique aujourd'hui. Voilà. Très clair. Merci beaucoup Jean-Marc et merci également Philippe de nous avoir présenté les leviers d'optimisation du BFR et la mécanique d'optimisation des frais bancaires sur Agicap. Midi 4, il est l'heure de rendre les micros. Merci beaucoup pour votre présence et à bientôt sur un prochain webinaire Agicap. Au revoir. Merci à tous.